Et pour mieux comprendre la situation au Soudan, Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc cela fait 4 mois, depuis le 15 avril, que le Soudan subit des combats entre armées et paramilitaires. Quel est le rapport de force aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que le conflit s'enlise, s'étend? Oui, c'est ça même. On ne voit pas d'issue au conflit 4 mois, vous l'avez dit, après le début de cet affrontement entre une armée nationale qui est puissamment armée, qui a des avions, qui a des tanks, qui a du matériel lourd, des casernes, toute une structure de commandement et aussi une structure d'intervention. Mais d'un autre côté, on a des forces paramilitaires qui paraissaient désavantagées parce qu'elles n'ont que des petits 4x4 avec de l'armement léger. Mais en réalité, il y a un équilibre qui s'est institué depuis 4 mois. Et donc, on ne voit pas qui va sortir vainqueur. L'armée continue à bombarder sa propre capitale. On l'a vu dans le sujet tout à l'heure. L'armée bombarde les civils. Les civils qui n'en peuvent mettre. Ça n'est donc pas une guerre civile. C'est une guerre entre deux chefs de guerre, si on veut schématiser, qui veulent avoir la totalité du pouvoir, c'est-à-dire la totalité des richesses du Soudan. Alors ce conflit fait craindre des violences ethniques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est dit profondément préoccupé. Quels sont les risques selon vous ? Alors, les violences ethniques, elles ne se déroulent pas tant à la capitale ou dans le centre du pays, qui est traversé par la vallée du Nil, où il y a des tribus arabes ou arabisées, musulmanes. Tout le monde est musulman, ou à peu près au Soudan, donc le problème n'est pas là. Mais c'est plutôt au Darfour, c'est-à-dire la province qui est à l'ouest, qui borde le Tchad et la Libye, qu'il y a des conflits ethniques. Alors, c'est des conflits en réalité entre des nomades et des sédentaires. Alors, les nomades sont alliés aux forces de déploiement rapide qui se battent contre l'armée régulière, et ils profitent de l'occasion en quelque sorte pour essayer de chasser les populations sédentaires, les cultivateurs, les paysans de leurs terres, parce qu'eux-mêmes sont dans le désert qui devient de plus en plus aride, et ils essayent d'accéder aux bonnes terres. Ils reproduisent ce qui s'est passé il y a 20 ans lors de la crise du Darfour, qu'on avait appelé un génocide, qui avait fait 300 000 morts, et puis des millions de déplacés et de gens qui sont aujourd'hui encore dans des camps. Alors il y a eu plusieurs tentatives de médiation, mais rien de concret pour l'instant. Alors est-ce que faire revenir les deux généraux à la table des négociations, c'est possible ? Alors, ça me paraît un petit peu difficile, alors même que ces deux généraux se connaissent très bien, ont travaillé ensemble pendant des années. C'est-à-dire qu'ils jouaient tous les deux un rôle auprès du dictateur Omar el-Béchir, qui a été déposé en avril 2019, mais qui est toujours en liberté dans le pays. Il y a d'un côté le chef de l'armée qui était son adjoint, l'adjoint d'Omar el-Béchir, et puis le chef des forces de déploiement rapide, de ces rebelles, qui lui était chargé d'assurer la sécurité personnelle du dictateur. Donc ils se connaissaient très bien, et ça fait que la discussion est difficile entre eux, parce que chacun d'eux espère écraser l'autre. Alors, quelles sont les conséquences régionales de ce conflit au Soudan ? Quel impact ce conflit peut avoir sur les pays voisins ? Le conflit a d'abord embarrassé tous les pays voisins, évidemment, par peur de contagion, par peur aussi de voir arriver des centaines de milliers de réfugiés, mais aussi parce que la stabilité du Soudan, c'est un élément important du développement économique de toute la région. Le Soudan a des richesses naturelles, de l'or, du pétrole, et puis des richesses agricoles. Et puis les pays voisins ont des troubles aussi. Pensez à l'Éthiopie, pensez aux pays du Sud, pensez à la Libye. Donc ça fait très peur aux pays voisins qui aimeraient qu'une solution soit trouvée. Alors, on l'a entendu dans ce sujet, le Soudan fait face à des pénuries de première nécessité. Il y a aussi des problèmes dans les hôpitaux. Il y a des appels à l'aide. Alors, pourquoi est-ce si difficile de mobiliser ? Il y a un aspect logistique d'abord, parce que qui contrôle les routes, qui contrôle les frontières, donc c'est très difficile d'accéder. Et puis les rebelles, comme les militaires, sont des pillards d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous apportez des convois de camions avec du ravitaillement, il va être pillé, soit par les forces en présence, soit même par les civils ou par des gangs, si vous voulez, parce que toute cette aide alimentaire ou humanitaire, elle représente une richesse. Et une dernière question, comment vit la population aujourd'hui à Khartoum ? La population survit à Khartoum en se terrant, je dirais, et puis en
s'écartant de la capitale autant que possible. Il suffit d'aller à quelques dizaines de kilomètres de la capitale pour retrouver le calme. Un calme évidemment précaire, sans rien. Mais à Khartoum, la population est complètement désarmée et elle se cache, elle se protège comme elle peut, mais il n'y a plus d'activité du tout. Merci beaucoup Marc Larveigne pour votre éclairage, votre analyse sur la situation au Soudan.